Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Contact. Émergence non autorisée dans le secteur Egros. Toutes les têtes se sont retournées dans la salle de commandement. Le nom d'Egros a figé la salle. L'alarme perça le silence du poste de surveillance impériale Aéro 403 exactement. Des glyphes rouges s'allumèrent sur la grille supérieure des capteurs, projetant des reflets erratiques sur les parois d'obsidienne polie. Les mandibules du commandant Tarex tressaillirent tandis qu'il se penchait en avant, ses 4 yeux irisés fixés sur l'anomalie clignotante. Sa voix, d'habitude monotone, se brisa. Un adjudant, un homme au pelage fin et au regard hurlant nommé Cassel, se précipita vers l'écran central. Plusieurs vaisseaux, 12 confirmés. Signature humaine. Vaisseau de tête. UES Vostok. La salle explosa. Des chaises raclèrent le sol poli. Des holos. Écrans se mirent en place. Les ordres fusèrent sans direction. Les humains venaient d'émerger, clairs comme le jour, dans le quadrant le plus interdit de l'espace impérial. Et ils ne se cachaient pas. L'amiral Varun fit irruption dans la chambre, sa cape encore à moitié repliée, les défenses découvertes, confus. Que se passe-t-il dans le vide glacé? Qui a donné l'autorisation? Personne, répondit Tarex, ses griffes s'agitant rapidement sur la console de commande. L'émergence était imprévue, coordonnée. Ils arrivèrent en formation parfaite. Un instant plus tard, la transmission arriva. 4 secondes, audio uniquement, froide et chirurgicale. La phase 2 commença, puis le silence. Juste un instant. La chambre explosa à nouveau. Phase quoi? Aboya Varin. Est-ce un code de menace? Un compte à rebours? Pourquoi seulement 4 secondes? Cette phrase ne signifiait rien. Et pourtant, elle signifiait tout. Qu'est-ce que la phase 2? Demanda Varun. Est-ce une menace? Une déclaration? Où est notre équipe linguistique? Il l'analyse en ce moment, répondit Kaisel d'une voix tendue. Mais c'est codé, intentionnel. Aucune base de données impériale ne le reconnaît. Derrière eux, 3 autres almirants entrèrent dans la chambre. Rojal, Voskir et l'agent de liaison humain Marvin Darnell, dont le visage était déjà pâle. Darnell ne parla pas. Son regard trahissait une histoire qu'aucun d'eux ne voulait lire. Tarex remarqua le regard échangé entre Rojal et Kier. Il ne dura qu'une seconde. Mais pendant cette seconde, un non-dit passa. Il savait, du moins en partie. Igro n'était pas seulement un cimetière isolé de vaisseaux disparus et de données de capteurs brouillés. C'était quelque chose de plus profond, plus ancien, et il l'avait enterré pour une raison. Varin fit les 100 pas. C'est intentionnel. Un coup monté. Une guerre psychologique. Un message au conseil. Les humains veulent une réaction. Alors ne leur en donnez pas, proposa Voskir, les bras croisés sur sa poitrine segmentée. Ils viennent de violer l'une de nos plus hautes interdictions? Rétorqua Varun. Nous devons réagir. Mais si c'est exactement ce qu'ils veulent, rétorqua Rojal. Ils ne sont pas camouflés. Ils émettent. Effrontément. Ce n'est pas une incursion, c'est une performance. Un ultimatum, murmura Terax. Une démonstration, ajouta Kazel. Le silence suivit. Sur l'écran supérieur, le Vostok et ses vaisseaux d'accompagnement flottaient comme des lames noires dans le vide, tranchantes et symétriques, trop précises pour être exploratoires. Leur position traçait un schéma que l'IA n'avait pas encore identifié. Ce n'était pas un blocus, ce n'était pas une formation de combat. C'était architectural. Marvin Darnell s'avança enfin, d'une voix rauque. Nous devrions envoyer un message, exiger une réponse. S'ils ne répondent pas, nous signalerons une opération hostile. Varin acquiesça. Fais-le. Quelques secondes plus tard, un signal diplomatique était directement transmis au Vostok. On l'ignora. 2 autres suivirent. Puis un troisième. Rien. Casil afficha un affichage secondaire. Les vaisseaux restaient à pleine puissance. Pas d'armes actives. Pas de manœuvre d'évitement. Juste en position.
Je veux une décomposition tactique de leur formation, ordonna Varun, et faire décoller la 7e flotte de confinement. S'il s'agit d'une expérience, nous la désactiverons nous-mêmes. De l'autre côté de la salle de commandement, la voix de Rojal lança une lame tranchante. Vous allez les provoquer. On ne peut pas les laisser contrôler le rythme, rétorqua Varun. Ils le font déjà. Darnell se tourna vers l'Holocart, observant la lente dérive des marqueurs impériaux se mobilisant vers Ygro. Nous ne savons même pas ce qu'ils font, c'est précisément pour cela que nous devons agir. Et Rojal jeta un nouveau coup d'œil à Voskir. Aucun des deux ne parla. La seconde paupière de Voskir frémit, un tic que Tarex n'avait vu qu'une seule fois pendant la crise de Varache. Le silence était plus fort que les mots, la même vérité qui avait scellé Ygros pendant des décennies. Ils ne s'inquiétaient pas de ce que faisaient les humains. Ils étaient terrifiés par la raison même de leur présence là, parce que certains secrets ne restent pas enfouis. Varin donna l'ordre final. Intervention de confinement total. Interception des vecteurs autorisés. S'ils ne cèdent pas, nous intensifions nos efforts. Derrière lui, un assistant hésita avant de confirmer. Monsieur, autorisez-vous une agression contre les forces de défense terrestre unies? Un instant de silence s'écoula. Puis Varin grogna. J'autorise l'application de la souveraineté impériale. Les humains ont choisi leur scène. Dans une aile moins éclairée de la salle, un archiviste parcourait des dossiers confidentiels marqués comme vieux de plusieurs décennies. Egros. Code secteur Septri d'État. Dernière transmission confirmée de l'intérieur. Il y a 41 ans. Les fragments récupérés décrivaient une géométrie impossible. Des schémas énergétiques dépassant la logique spectrale. Des descriptions prises pour des hallucinations sensorielles. Et maintenant, les humains étaient là. Des descriptions prises pour des hallucinations sensorielles. Et maintenant, les humains étaient là. Terix afficha un écran de la configuration du Vostok. Le vaisseau était un dreadnought de classe Atlas amélioré, mais les relevés du noyau étaient erronés, plus denses, blindés d'alliages inconnus de la base de données. Des champs d'énergie se chevauchaient. Quelque chose d'autre avait été ajouté, quelque chose qui n'était pas destiné au voyage. Ils ne se préparent pas au combat, dit Tarek à voix haute. Ils contiennent quelque chose, railla Varun. Contenir quoi? Il n'y a rien là-bas, à part des anomalies gravitationnelles et des débris. Mais personne ne répondit. Ni Cassel, ni Darnell, ni Rojal, ni Darnell, ni Rojal. Parce qu'ils avaient tous vu le même fichier et l'avaient enterré. Une icône rouge clignotait à la limite du périmètre d'Ygro. L'aile avant de la 7e flotte, à 5 minutes de distance d'engagement. Ouvrez les communications visuelles avec la flotte, ordonna Varun. L'écran changea. Le commandant de la flotte Gérectal apparut, la peau bleue, 4 bras, la posture rigide. Nous sommes prêts à lancer l'interception, déclara Tal. Approchez et attendez. Attendez la confirmation finale, ordonna Varun. Compris. Puis, quelque chose d'étrange. Sur les capteurs, la formation du Vostok s'est légèrement ajustée, imperceptible à l'œil nu. Mais l'IA l'a remarqué. La géométrie s'est déplacée vers l'intérieur. Angle plus prononcé, espacement plus serré. Terix leva les yeux, l'inquiétude grandissant dans sa poitrine. Il forme une frontière. Explique-moi, aboya Varan. Ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré, et nous sommes hors de portée. À l'écran, un murmure de silence parcourut la passerelle. Les humains ne se comportaient pas. Ils n'attendaient pas. Ils tenaient bon, mais pas contre l'Empire. Monsieur, interrompit Cazel d'une voix cassante, la phrase qu'ils ont transmise, nous avons peu, être un décryptage partiel. Varin se retourna brusquement. Alors, les yeux de Cazel se posèrent sur l'écran. C'est interne. Un nom de code d'opération. Phase 1, phase 2. Séquentiel. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement de planification. C'est de l'exécution. Phase 2 signifie que la phase 1 a déjà eu lieu. Varin frappa du poing l'accoudoir de son fauteuil de commandement. On aurait dû le voir venir. Varin frappa du poing l'accoudoir de son fauteuil de commandement. On aurait dû le voir venir. Darnell ne leva pas les yeux. Nous, si. Varin se tourna vers lui. Quoi? Mais Darnell ne fixait que l'écran creux, les vaisseaux humains silencieux qui formaient leur ligne dans un cimetière d'empire disparu. Nous refusions simplement de l'admettre. Personne ne répondit. Ni Cassel, ni Tarex,
ni Rojal, ni Voskir. Car à cet instant, tous les dirigeants présents connaissaient la vérité. Les humains n'étaient pas venus pour envahir, intimider ou provoquer. Ils étaient venus faire ce que l'Empire n'avait jamais osé faire. Ils étaient venus pour empêcher quelque chose. Et il était déjà trop tard. L'image de la septe flotte scintilla et s'estompa sur les écrans extérieurs. Dans la salle de guerre de l'UES Vostok, le silence planait comme la gravité avant la tempête. Le commandant Vanderbrouwer se tenait seul à la console centrale, les yeux fixés sur une icône clignotante au cœur d'Aigro, un calme factice masquant une vérité depuis longtemps comprise. Prenant une inspiration lente, il tendit la main vers la console. L'interface reconnut son empreinte neuronale et déverrouilla les archives de la phase 1. Autorisation confirmée, entonna le système. Une douzaine d'holopanels clignotèrent autour de lui. Des images floues, des drones dérivant dans le brouillard cosmique, des coques brisées suspendues sur des orbites mortes, du métal plié comme de la chair, encore vibrant d'énergie résiduelle. Vander ne scia pas. Vidéo. L'épave d'un croiseur de reconnaissance impériale. Lycès Varnat. Hatt a disparu il y a 32 ans. Sa colonne vertébrale avait été tordue en spirale, comme si quelque chose l'avait reconfiguré en pleine déconstruction. Les évents avaient fusionné avec les vitres du cockpit. Les cloisons s'étiraient de manière anormale vers un noyau disparu. Flux Vidéo 2. Un vaisseau scientifique Irali, dont l'équipage était encore visible à travers la coque, fusionné avec les parois intérieures tel un câblage organique. Les Irali, bipèdes aquatiques aux structures osseuses translucides, ressemblaient désormais à des ornements grotesques dans une machine qu'ils n'avaient pas construite. Des fichiers journaux défilaient sous chaque flux. Vander scrutait silencieusement. Rigifia. Classification. Comportement parasitaire techno. Évolutif. Fonction primaire, assimilatrice. Structure centrale de réplication. Protocole d'interaction biomécanique de la matrice neuronale. Hostile à toute interface externe. Vulnérabilité. 11 années d'observation inconnue. 11 ans de silence. Vander rappela les sondes Genesis, lancées secrètement dans le cadre du projet Aegis. Elles s'étaient déplacées à l'aveugle vers Ygro, protégées par des masques anti-radiation et des enveloppes de données. Chacune d'elles dura moins d'une semaine. La première disparut instantanément, la seconde ne renvoya que des images partielles. Des structures géométriques dérivant à travers les champs de gaz, absorbant les signaux résiduels comme une éponge. La troisième a survécu assez longtemps pour transmettre des données concluantes. Des traces de fusion, des cicatrices de nano-intrusion, des vestiges biologiques dépouillés de leur identité, convertis en structures. Et au centre, des nœuds pulsant faiblement, de structures identiques sur des dizaines de sites. Ni vaisseau, ni installation. Des noyaux de ruches, vivants, respirants et attendants. Il passa au rapport final de la phase 1. Un enregistrement commença. Le général Raoul Eddings, aujourd'hui décédé, se pencha en avant sur une table de conférence métallique. Sa voix était sèche et posée. Si nous le disons à l'Empire, ils l'étudieront, en débattront et organiseront un sommet. Le major Julian Carr prit ensuite la parole, l'œil gauche encore meurtri par une frappe émeute sur Arcturus Prime. Ils enverront des diplomates, renforceront le confinement, et peut-être perdront-ils quelques vaisseaux supplémentaires pour les archives. Nous avons vu ce qui s'est passé sur Trion Delta, ajouta le commandant Jung-Yoon. L'Empire a tergiversé pendant 8 mois. Nous avons perdu 17 zéro-colons avant qu'il ne donne le feu vert à une réponse. À ce moment-là, l'SM Mirex avait doublé de taille. Le capitaine Dimitri Valen hocha la tête. Nous consultons l'Empire. Nous attendons. Et si nous attendons, nous perdons. Puis le silence se fit. Au bout de la table, Vander était assis, les mains jointes. Il n'avait pas parlé de tout l'échange. Eddings se pencha vers lui. « À vous de décider, commandant. La flotte est à vous. On ne décolle pas sans votre signature. » Le regard de Vander parcourut la table. Il croisa le regard de chaque homme tour à tour, comme s'il pesait non pas leurs mots, mais le poids qu'ils portaient. Puis il dit, sans ambages, « Si nous devons mourir, que ce soit en faisant ce que personne d'autre n'a eu le courage d'affronter. » Il tendit la main et appuya son empreinte digitale sur la touche de lancement. Il n'y eut aucun débat. L'enregistrement prit fin.
La console s'éteignit. Dans la salle de guerre de l'UES Vostok, Wander resta immobile un instant. Puis, sans un mot, il ferma l'archive. L'écran devint noir. Il fixa le reflet de son propre visage, buriné, sensillé, puis se retourna et sortit. Le couloir extérieur était silencieux, baigné du bleu froid du mode veille. Les officiers passaient en silence, le regard fixé vers l'avant, la posture posée. Aucun d'entre eux n'avait été forcé à monter à bord. Chaque membre de l'équipage du Vostok s'était engagé en pleine connaissance de la mission. Le lieutenant Harrow Jensen, âgé d'à peine 30 ans, évoluait le long du portique, une tablette de diagnostic à la main, officiellement stationnée sur l'anneau orbital d'Europa, transféré après la perte de 2 frères lors du siège frontalier de Vauchen. Le caporal Richard Day inspectait un groupe de drones près de la coque inférieure. Ancien mineur d'astéroïdes, ses mains portaient encore les callosités dues à l'utilisation de torches à plasma. Son fils aîné était inscrit à l'Académie orbitale terrestre. Le spécialiste Marlon Ikemb, seul technicien civil autorisé à optimiser l'IA embarquée, se déplaçait silencieusement entre les modules. Sa fille avait 7 ans. Elle ne portait pas de bague. Le mess de l'équipage, désormais à moitié éclairé, était silencieux, à l'exception du sifflement des filtres à eau et du léger bourdonnement des systèmes centraux du navire. Un jeune officier des communications, l'enseigne Paul Cortez, était assis seul au bout d'une table, une photo coincée dans le bord d'un écran. Une femme avec un bébé enveloppé dans une couverture verte. « Quand il sera grand, dit-il doucement à personne, le monde sera meilleur. » Sur la passerelle avant, Wander prit position derrière l'écran principal. Des images tactiques pulsaient le long de la paroi vitrée incurvée. Formation stable, géométrie de confinement verrouillée, aucune unité impériale à portée de frappe, aucune anomalie détectée. Il s'arrêta près de l'officier des armes principales, le sergent Malik Fraser. L'homme leva les yeux. Wander ne dit rien, se contentant de poser brièvement la main sur l'épaule de Fraser, puis poursuivit son chemin. En passant devant la barre, il s'arrêta près de l'enseigne Eli Tarin, âgé d'à peine 22 ans, le front couvert de sueur malgré la fraîcheur de l'air. Wander ne dit rien. Il observa un instant les doigts tremblants du jeune homme, puis murmura « Votre père serait fier ». Taron ne répondit pas. Il hocha la tête et stabilisa ses mains. En bas, à l'ingénierie, le chef Horst Kellerman ajustait les condensateurs qui bordaient la chambre de conversion nulle. Le noyau bourdonnait comme un animal retenu. Sa voix était calme, mais enregistrée. « À ma fille Annika, ton père a fait quelque chose d'important. » Ses doigts ont parcouru la console, terminant le message avant de le crypter vers le nœud relais terrestre. Au retour de Wander à la salle de guerre, tous les systèmes étaient au vert. Le moment approchait du calme avant le mouvement. Aucun signal, aucune perturbation, juste l'immobilité d'un piège sur le point de se déclencher. Celui qui avait attendu 11 ans que sa proie s'éveille. Il se tenait de nouveau seul au centre de la pièce et attendait. La 3e transmission diplomatique impériale reçut la même réponse que les 2 premières. Le silence. Sur l'écran central du hall des relations étrangères galactiques, la boucle d'appel s'éteignit sur un ton sourd. L'ambassadeur Rayton Schall se tapota la mâchoire inférieure avec irritation, les crêtes cartilagineuses le long de ses tempes palpitant sous la tension. « Ils ne répondent pas », murmura-t-il. Plus à lui-même qu'à la chambre des conseillers réunis. Plus à lui-même qu'à la chambre des conseillers réunis. Le conseiller Marver Écart, un Trexian à la carapace épaisse, au cuir chevelu orange durci et ne tolérant aucune ambiguïté, émit un grincement sourd. Peut être parce qu'ils n'ont aucune intention de parler. Ou peut être parce qu'ils attendent un faux pas de notre part, répondit l'ambassadeur Harenvorsk, le représentant humain affecté au comité de liaison du Conseil interstellaire. Il ajusta son col, mais ne dit rien de plus. Personne ne lui demanda de détails. Au-dessus de nos têtes, sur le grand dôme de diffusion de la chambre diplomatique, l'image de l'UES Vostok et de ses vaisseaux compagnons flottait avec une précision glaciale. Elle restait inchangée, aucune fluctuation de puissance, aucune transmission. Leur formation, toujours géométriquement parfaite, ne témoignait pas d'agression, mais d'orchestration. Un assistant subalterne entra et murmura quelque chose à l'oreille de Charles. L'ambassadeur cligna des yeux, puis se tourna pour s'adresser à la salle. Ils ont officiellement ignoré toutes les tentatives de contact.
Le délai du protocole diplomatique est écoulé. Le commandement de la défense nous a maintenant conseillé de procéder à une revue de posture défensive. Le conseiller Écart frappa lourdement le consul. « C'est un acte de guerre, vraiment ?» répondit Vorsk, les yeux plissés. Ils n'ont tiré aucune arme, franchi aucune frontière qui n'ait été déjà déclarée interdite par notre propre bureaucratie. Et nous, fit-il en désignant la chambre, sommes ceux qui essayent encore de comprendre ce que signifie la phase 2. Depuis une galerie en retrait, l'amiral Kolardrev prit enfin la parole. Sa voix était lente, posée, comme si quelqu'un comptait le poids de ses mots en années plutôt qu'en minutes. « Ils savent quelque chose que nous ignorons, dit-il. » La salle se figea. La peau de Collard était bleu pâle, amincie sur les bords par l'exposition aux radiations stellaires des décennies plus tôt. Ses implants bourdonnaient faiblement lorsqu'il tournait la tête. Les anciens pores neuronaux le long de sa colonne vertébrale clignotaient à un rythme irrégulier. Il avait servi pendant les guerres de Zivac, pendant les rébellions runiques, pendant l'annexion ratée du secteur lisse. Il n'était pas sujet à la panique. « Alors, nous devons agir », insista le conseiller Écart. « Dans quel but ?» demanda Collard calmement. « Ils ne se préparent pas à nous attaquer. Ils attendent. » Dans une autre salle, à des années-lumière de là, les présentateurs du journal télévisé clignaient des yeux sous les lumières vives des studios, tandis que leurs émissions étaient diffusées sur des milliers de systèmes. L'émission phare du réseau galactique, Menace ou tragédie, diffusait des images côte à côte. La formation du Vostok, juxtaposée à des images d'archives de frappes militaires terriennes datant de 2 décennies plus tôt. Ce ne serait pas la première fois que l'humanité agirait unilatéralement. Un hôte Lacari à la peau grise argentée et aux marques faciales filamentées, les colonies d'Hélios 4, le proxy. Flotte dans la ceinture d'Oreuse, beaucoup se souviennent de ces décisions prises par la co-présentatrice Arsène. Les pupilles segmentées dilatées par l'inconfort, mais entrées dans Zigro, une région officiellement en quarantaine, certains qualifient cela d'acte de défi. Un commentateur de Voxel a grogné depuis un autre flux. C'est un acte d'arrogance. Les civils de toute la galaxie ont observé avec curiosité et peur. Dans un vaisseau de réfugiés amarré au-dessus de Sarnus 4, un garçon demanda à son père si les humains étaient les méchants. L'homme ne répondit pas. Sur les quais marchands, les habitats orbitaux, les forums universitaires, les débats éclatèrent. Était-ce une nouvelle prise de pouvoir humaine, une opération secrète qui avait mal tourné, ou l'Empire avait-il laissé une menace s'installer trop longtemps? À bord du vaisseau amiral impérial Endurance, en orbite juste à l'extérieur de la frontière d'Igro, le commandant Gérectal se tenait devant une carte projetée du secteur. La flotte humaine n'avait pas bougé. Les forces de confinement impériales, en revanche, s'étaient désormais rassemblées sur 3 vecteurs. Le second de Tal, un xérat en plaque sombre nommé Olinrag, activa son terminal. Il restait en formation, rapporta Rag. Pas une seule déviation. Les signatures énergétiques restaient constantes. Aucune fluctuation de température, aucun changement dans l'alignement des boucliers. Ont-ils réagi à notre approche? Demanda Tal. Pas même légèrement. Un autre officier intervint. Monsieur, nous sommes à portée de détection. Ils nous voient. Ils choisissent de ne pas réagir. Tal hocha la tête. Alors, ils n'ont pas peur. Dans la salle de commandement stratégique, sur la lune capitale de Varaxis, conseillers politiques, stratèges militaires et agents de liaison avec les médias se bousculaient autour d'une longue table en forme de croissant. Le haut consul Aaron Vell, un humain élevé au sein du corps impérial, parla par-dessus le vacarme. Nous avons besoin d'une position publique immédiatement si nous tardons davantage, nous aurons l'air désorganisés. Plus désorganisés que de lancer une flotte sans comprendre la menace, demanda le maréchal Doran Val, un Morvani imposant avec une armure blanche fusionnée directement dans son dos. Un analyste tactique se leva, projetant une représentation tridimensionnelle de la formation humaine. Leurs vaisseaux forment un arc de confinement. Compte tenu de leur alignement actuel, ce n'est pas offensant. C'est chirurgical, comme un périmètre. Un périmètre autour de quoi? Demanda une autre voix. C'est bien là le problème, répondit l'analyste. Peu importe ce à quoi ils sont confrontés, ce n'est pas nous. La salle se tut. La voix de l'ambassadeur Choll résonna dans le réseau d'interconnexion. Le corps diplomatique n'a reçu aucune réponse, aucune reconnaissance. Il nous ignore complètement. Un autre message a suivi.
celui des services de renseignement des médias. Les troubles civils s'intensifient dans 12 systèmes. Le discours dominant évolue. Ils y voient soit une négligence impériale, soit un militarisme humain. Nous perdons le contrôle de l'histoire. Alors changeons l'histoire, a dit Arenveld d'un ton neutre. Nous nous repositionnons. Nous qualifions cela de violation de l'espace conventionnel. Et nous répondons par la démonstration de force nécessaire. Même l'amiral Collard-Drève ne s'opposa pas cette fois. Il se contenta de fixer le flux. Les humains avaient cessé de transmettre. Ils ne jouaient plus. De retour à bord de l'Endurance, le commandant Tal observait le flux tactique tandis que sa flotte atteignait sa position optimale. Derrière lui, Rogue se raidit. Les transmissions humaines avaient complètement cessé. Tal cligna des yeux. Canaux brouillés? Non, juste silence. Tal reporta son regard sur la formation. Pas une once d'hésitation. Sombre, concentré, déterminé, il ouvrit une communication avec la branche diplomatique. Ils savent que nous les surveillons, et pourtant, ils ne font rien. Du côté diplomatique, l'ambassadeur Vorsk répondit calmement. Ce silence est le message le plus fort que nous ayons reçu. Il marqua une pause, puis ajouta « Et nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'un avertissement ou d'un adieu. » Ah! Au Grand Conseil impérial, la nouvelle du silence se répandit. Plus de signaux, plus de transpondeurs automatiques. La flotte terrienne avait disparu du réseau. « Il nous coupe la route », dit Charles, sans dissimuler la tension dans sa voix. « Ou plutôt, il nous coupe la route », murmura quelqu'un. De l'autre côté de la salle, personne ne leva les yeux. Même les assistants avaient arrêté de taper. Hors du périmètre d'Ygro, la flotte de l'Empire avançait à pas de géant. Le protocole imposait un positionnement à portée de tir. Personne ne parlait de tirer. Personne ne parlait de se retirer. Il faisait toujours semblant de contrôler la situation. À bord du Vostok, le silence persistait. Implacable. Absolu. Final. Et dans tout l'Empire, personne n'avait les mots pour y répondre. L'intérieur de l'UES Vostok était si calme que même le bruit de la respiration semblait intrusif. À l'extérieur, les flottes impériales se rapprochaient avec une précision prudente, diffusant le silence à chaque seconde qui passait. À l'intérieur, personne n'attendait de nouveaux ordres. Tout ce qui pouvait être décidé l'avait été. Sur la passerelle de commandement, l'atmosphère était chirurgicale. De froides lumières traçaient de fines veines sur les murs noirs mat, illuminant chaque poste d'équipage avec une discipline douce. L'écran principal montrait le vaste centre d'Ygro, silencieux, sans étoiles, immobile. La flotte avait atteint l'épicentre. Chaque vaisseau de la formation humaine planait désormais dans une géométrie d'ancrage verrouillée, synchronisée avec une précision subatomique. Le champ de confinement restait inactif. L'ingénieur en chef Horst Kellermann se tenait sous la chambre du cœur secondaire, les bras croisés tandis que les diagnostics rampaient sur son interface. Sa voix résonnait dans le canal d'ingénierie avec une autorité calme. L'inspection finale était terminée. L'intégrité du système de champ était à 100%. Les relais de fusion étaient amorcés. La matrice du stabilisateur était stable. Le positionnement était stable sur tous les nœuds. Il marqua une pause. L'activation du champ dépend de la géométrie du périmètre et de la présence du signal de l'interface neuronale du commandant Brower au relais central. La commande manuelle a été désactivée. Le lieutenant Darian Cole, posté près du noyau d'étalonnage thermique, acquiesça. Tous les systèmes sont au vert. Le Kellermann jeta un coup d'œil vers la sphère du processeur central, observant la lente pulsation de la lumière ambiante. Puis il coupa le micro interne et activa un enregistrement privé. « À ma fille Annika, dit-il à voix basse. Tu ne te souviendras pas de moi. Et c'est peu. Être une grâce. Mais si jamais quelqu'un vous raconte ce que nous avons fait ici, sachez que ce n'était pas la guerre. Nous sommes venus pour empêcher quelque chose de pire. » Il fixa la lumière d'enregistrement un instant de plus, puis appuya sur « Envoyer ». La salve cryptée disparut dans le système de relais, acheminée vers la Terre. Il retourna à la console. Il restait encore du travail. Au-dessus, sur le pont 1, le mess était presque vide. Le seul bruit était le bourdonnement étouffé des systèmes de survie. Le lieutenant James Halvern était assis à une table dans un coin, les épaules voûtées, une photo pliée dans les mains. Il la tint juste assez longtemps pour que ses compagnons la voient avant de la ranger dans le rabat intérieur de son uniforme. Un bébé, les yeux fermés, enveloppé dans une couverture verte,
Mon fils s'appelle Théo, dit Alverne doucement, avant d'esquisser un léger sourire. Quand il sera grand, le monde sera meilleur. De l'autre côté de la table, le caporal Milo Vasquez prit une longue inspiration, puis leva sa tasse de café en signe d'approbation silencieuse. Sur la passerelle, le commandant Vanderbrouwer s'avança de l'alcôve arrière sans un mot. Il traversa lentement la salle, s'arrêtant à chaque station. Ses pas ne firent aucun bruit sur le pont capitonné. Il posa une main légère sur l'épaule du sergent Malik Fraser et poursuivit sa route. Inutile de parler. Fraser hocha la tête et se remit à observer la couche externe de la coque gravitationnelle. À la barre, l'enseigne Élie Tarin gardait les yeux fixés vers l'avant, tandis que Tracer hochait la tête et se remit à observer la couche externe de la coque gravitationnelle. À la barre, l'enseigne Élie Tarin gardait les yeux fixés sur le panneau de contrôle. Une goutte de sueur perlait sur sa joue. Vendée s'arrêta à son poste, le regard fixe. « Votre père serait fier !» dit-il à voix basse. Tarin ne répondit pas. Il resta immobile un instant, puis hocha légèrement la tête. Vander continua sa route, s'arrêtant à côté de chaque membre d'équipage. Pour la plupart, il ne dit rien, juste un hochement de tête, un instant de reconnaissance silencieuse, un geste, un pont. Il passa devant le panneau de commande, contourna la station de communication et atteignit l'avant du pont. Là, une large fenêtre d'observation s'étendait devant lui. Au-delà, Hygros attendait. Immense, silencieux, vide comme une tombe. Il s'arrêta. Pour la première fois depuis des heures, Vander laissa ses yeux se reposer. Il n'y avait rien à voir. Pas d'étoiles, pas de débris, juste l'espace, dévoré par le silence. Ce silence qui n'était pas absence, mais pression, une forme en attente. Rien. Tandis que l'air derrière lui bourdonnait d'une concentration qui ne laissait place à aucune erreur. Les hommes ne parlaient que si nécessaire. Ils savaient de quoi il s'agissait. Chaque mot semblait désormais trop lourd. Dans la salle de commandement auxiliaire, l'analyste système Tom Rainer finalisait les matrices d'alignement. Son assistante, la spécialiste Ada Velez, confirma la synchronisation des condensateurs et acquiesça. « Diagnostics correct, dit-elle. « Marge d'erreur nulle, répondit Rainer. Comme hier, comme les 10 derniers. Ada leva les yeux vers lui. Alors, qu'attendons-nous? René hésita, puis répondit. Quelque chose qui ne se réveille pas à l'heure. Dans ces quartiers privés, le terminal de journal de bord du commandant Vander clignotait d'une faible lumière bleue. Il ne l'utilisait pas. Sa dernière entrée de journal remontait à 2 jours. Il est resté intact. Navire, US Vostok, commandant, Vanderbrouwer, journal de bord, guerre du Darfour 4-3, état, fenêtre d'opération finale, la flotte a atteint le sommet de sa formation. Système de terrain préarmé. Équipage humain prêt à intervenir. Je n'ai plus aucun ajustement à faire. Cette mission n'a jamais eu pour objectif de revenir. Si nous échouons, personne ne nous récupérera. Si nous réussissons, ils n'en auront pas besoin. Je ne laisse derrière moi aucune instruction, aucune justification. Seul le résultat parlera pour nous. Il avait enregistré l'entrée sans la consulter. Pas de lecture, juste la finalité. Dans la salle de briefing centrale, 2 officiers subalternes examinaient les données de position. Le lieutenant Jalen Corrin, à la voix douce et ancien physicien de terrain, traçait les courbes d'alignement orbital avec un soin expert. Son partenaire, le spécialiste NAV Haroun Désey, consulta les graphiques de proximité des menaces. « 0 variant, dit Karan. Désey hocha la tête. Toujours verrouillé. La pièce était emplie d'une certitude tranquille. Personne ne spéculait. Personne ne projetait. Ils ne se préparaient pas. Ils attendaient. À 14 heures, heure du navire, le signal de confirmation finale fut reçu du vaisseau de soutien le plus éloigné. Frégate Harland. Position confirmée. Formation maintenue. Liaison structurelle active. Tous les systèmes sont stables. Le message est arrivé sur la bande de commande cryptée. Position de la flotte verrouillée. Ligne de convergence atteinte. Relais principal aligné. En attente de confirmation neuronale. Le commandant Vander, de nouveau assis sur la passerelle, examina la mise à jour. Il ne répondit pas. Il l'avait déjà fait. La coque du Vostok vibrait sous la résonance ambiante du noyau du champ encore endormi. C'était silencieux.
subtile. Une pression dans les os. Chaque homme, à bord, la ressentait. Une fréquence presque inaudible. Le bord de quelque chose qui pressait, comme un souffle retenu par le vide lui-même. Ils avaient atteint le seuil. Au-delà, un silence sourd, insensible, consumé, attendait. Et il n'y avait plus rien à dire. La première secousse frappa à 2h19, heure du navire. Ce n'était pas un tremblement de terre, pas physique, mais chaque homme à bord de l'UES Vostok l'a ressenti, comme si l'air avait été étiré, puis brisé, comme un souffle coincé dans une gorge inhumaine. Sur la passerelle, l'éclairage vacilla une fois, puis une autre. Pas une panne de courant, une interférence. La voix de l'enseigne Eli Terran rompit le silence. « Commandant, nous avons un changement de distorsion dans le quadrant 3. Variante subdimensionnelle en plein essor. Visuel, dit Vander. L'écran principal s'anima brusquement. L'espace noir se tordit. Pas d'étoile, pas de forme. Juste une ondulation qui déformait la perception elle-même. Elle scintilla comme une chaleur au-dessus de l'asphalte, puis se replia sur elle-même et se rompit. « Il se réveille », dit le sergent Malik Fraser de la section tactique. Un bourdonnement basse fréquence parcourut la coque. Profond, régulier, anormal. Puis le champ gravitationnel s'interrompit. Le vaisseau tressauta. « Fluctuation gravitationnelle !» cria le lieutenant Davin Price. « Nous venons de chuter à 0,5. Vecteur externe déstabilisant. » En ingénierie, les alarmes clignotèrent en rouge sur les relais de confinement. Le chef Kellerman agrippa le côté de la console. « C'est ici, » murmura-t-il. « Ce n'est pas de la dérive. C'est de la résonance. » Au-dessus du noyau d'Ygro, l'espace lui-même s'ouvrit. Des structures s'élevèrent. Ni vaisseau, ni machine, des choses. Elles s'extirpèrent de sous le champ de distorsion, non lancées ni propulsées, mais grandissantes. Sous le champ de distorsion, non lancées ni propulsées, mais grandissantes, d'imposantes flèches d'acier noirci et de plaquages d'ivoire se tordirent ensemble en membres imposants. Des segments se déroulèrent comme des vertèbres faites de moteurs. À l'intérieur de chaque structure, des scintillements organiques, des yeux qui n'étaient pas des yeux, des ruches derrière. Mine à noyaux en alliage transparent enfermés dans des toiles pulsantes de tendons de titane. Le Rexifia avait réveillé la signature de la cible verrouillée appelée Fraser. Plusieurs contacts. Aucune forme cohérente. Reconfiguration en temps réel sur l'écran. L'une des entités s'est divisée en son centre puis s'est reformée, gagnant de nouveaux membres de propulsion, déchiquetant les anciens dans le processus. Les flux de télémétrie sont corrompus, dit le terrien. Cela réécrit la logique des capteurs. Nos définitions ne s'appliquent pas. L'IA du Vostok bégaya au milieu d'une phrase, puis de nouveau, puis se tut. Dans toute la flotte, les systèmes automatisés s'assombrirent. Les transmissions buguèrent, dit le spécialiste corin du bureau des communications. Les boucles de chiffrement sont commandantes. Quelque chose interfère avec nos cœurs logiques. Revenez aux opérations manuelles. Vander a ordonné maintenant. Des alarmes se sont propagées à travers les autres vaisseaux humains dans l'US. Le capitaine Aldrin Hecht aboya pour obtenir des armes. À bord du Ravel de l'UES, les équipages se précipitèrent vers leur baie de lancement et formèrent une formation. Au-dessus d'eux, une structure Rexifia tournoya sur elle-même, puis lança des vrilles métalliques vers le vaisseau le plus proche, des masses tentaculaires qui fusionnèrent et transpercèrent le blindage en quelques secondes. Brèche de champ sur une frégate de classe Arclight, rapporta le rapport. Coque compromise en cours. Assimilation de la biomasse intérieure en cours. Il n'attaque pas avec des armes, murmura Vander. Il consomme. Il s'avança. Enclencher le plan de confinement. Tous les vaisseaux en mode périmètre. Verrouiller les zones. Maintenir à l'intérieur du rayon. Fraser enclencha une séquence de commandes en mode tactique. Début de la descente de la flotte. Alignement de toutes les unités. À travers l'espace, la formation humaine se resserra comme un nœud coulant. L'un des engins Rexifia tenta de s'élever, s'élevant grâce à des propulseurs gravitationnels formés quelques instants auparavant. L'UES Dakar ajusta son angle et fit feu. 2 canons à impulsion transpercèrent le flanc de la structure, interrompant son système de propulsion.
Il est retombé dans la poche de confinement. Impact confirmé, a déclaré Price. Le champ d'impulsion a causé des dégâts minimes, mais la trajectoire a été modifiée. Le confinement a été rétabli. Ils nous testent, a déclaré Fraser. Chaque seconde que nous leur accordons leur permet d'apprendre. Une autre structure a émergé, plus étroite, plus élancée, avec des membres rotatifs terminés par des émetteurs haute fréquence. Il pivota une fois, lança une rafale qui neutralisa 5 drones humains d'un seul coup, puis se tourna vers la limite de la flotte. « Il tente de percer le filet », dit Corin. « Bloqué », dit Vander. « Maintenant. » Le marinier de l'UES changea de cap. Ses canons à bobine avant s'allumèrent, envoyant une rafale décalée vers l'entité en approche. Quelques instants plus tard, 2 navires auxiliaires, le Nassau et l'Hydrie, encadrèrent la brèche et rétablirent la géométrie du périmètre. Puis, sous la surface d'Ygro, une vague d'énergie jaillit, bleue, déchiquetée, brute. L'écran principal trembla. « Ce n'est pas une énergie standard, » dit Price. C'est un cerveau central qui s'auto-initialise. La voix de Kellerman parvint sur les communications internes. Le champ de confinement est toujours viable, mais nous approchons du seuil. Si d'autres font surface, nous perdrons la synchronisation. Sur l'écran principal, une 3e construction Rexifia a surgi à travers la zone de distorsion, 2 fois plus grande que les autres. Elle portait les cicatrices de 10 civilisations. Plaque de coque humaine, les autres, elle portait les cicatrices de 10 civilisations, plaque de coque humaine, bouclier Vicari, dominion ventral, fragments de technologie éteintes tissés comme des os, tous fusionnés en un seul verdict en mouvement, ils ont intégré tout ce qu'ils ont absorbé. Vander a dit que cette chose n'est pas un vaisseau, c'est une arme. Le silence s'est abattu sur le pont. Puis Vander l'a brisé. Phase 2 offensive, verrouillage des positions, aucune issue à travers la flotte. Le commandement résonna. Des dizaines de navires réorientèrent les vecteurs. Verrouillage d'un chœur de précision humaine face à un chaos impossible. L'Ouezostok s'élança. Moteur en feu, la position de tête prise au piège. À l'intérieur, personne n'acclama. Personne n'éleva la voix. Ils avançaient tous avec une seule pensée. C'était pour cela qu'ils étaient faits. Ils se sont simplement déplacés, car ils avaient toujours su que ce moment arriverait. Maintenant, il avait une forme, et ils étaient déjà dedans, à venir. Maintenant, il avait une forme, et ils étaient déjà dedans. La coque de l'US Vostok vibrait de tension tandis que la formation de confinement prenait sa forme définitive. Partout, les vaisseaux humains maintenaient leur trajectoire, immobiles, précis, inébranlables. Entre eux, le Rexifia pressait. À l'intérieur du Vostok, la tension était devenue palpable. Elle s'accrochait à la peau, au souffle. Le bourdonnement du treillis de confinement tremblait maintenant au bord de la surcharge. Un mauvais déplacement, une trajectoire désalignée, et le périmètre s'effondrerait. Sur le pont tactique, le sergent Malik Fraser effectuait des mises à jour manuelles sur le mur de projection. Tous les nœuds de terrain étaient actifs. L'impulsion de synchronisation était maintenue à 99,3. Nous étions en marge. Commandant, maintenez la ligne. Vander déclara. À cet instant, une construction Rexifia déchira le quadrant supérieur, sa structure se déplaçant en plein vol. De nouveaux membres se déployant, une armure se pliant en pointe. Il se précipita vers la limite extérieure. L'US Griffin, une ancienne frégate de classe B, pivota brusquement sur sa trajectoire. La manœuvre était intentionnelle, calculée. Les propulseurs du Griffin étaient à pleine puissance, annonça Fraser. Interception du Vector confirmée. L'impact n'était pas cinématographique. Il n'était pas net. Le Griffon percuta la Rexifia de biais, sa coque renforcée déchirant la membrane externe de la structure. Le plasma jaillit en éruptions irrégulières. Des vrilles s'enroulèrent autour du vaisseau humain comme des veines réagissant à une blessure. Puis les 2 objets s'entrechoquèrent, se bloquant, convulsant, jusqu'à ce que le noyau du Griffon explose. Un éclair, une onde, le silence. Le terran à la barre murmura. Il savait. Personne ne répondit. Sur le flux externe, l'espace où il était mort tenait. Le engin avait été ramené à l'intérieur du rayon d'activation. Une brèche de moins, un échec de moins.
Vander s'approcha de l'écran. Aucune lueur ne traversa son visage. Avant que quiconque puisse parler, une nouvelle alerte clignota en rouge sur le panneau de droite. « Nœud réplicateur détecté », dit Fraser. « Ils apparaissent. Arc inférieur, zone 4. » De l'autre côté du champ, l'UES Janus, un vaisseau de reconnaissance réaménagé pour la modulation de terrain, déviait de sa trajectoire. Janus rompt sa formation, dit Taron. « Monsieur, il ne court pas, » répondit Vander. Le Janus a perdu de la vitesse. La signature de son réacteur a atteint un pic. Il charge une inversion de cœur, dit Fraser. Surcharge de champ. Il va griller le nœud de l'intérieur. L'amas de Rexifia a essaimé. Des filaments ont traversé le vide en direction du Janus, mais c'était trop tard. Une vague lumineuse jaillit du cœur du Janus. Blanche, silencieuse, parfaite. Le vaisseau n'explosa pas. Il se déchira, s'effondra sur lui-même comme la lumière dans un trou noir. Le nœud réplicateur en son centre s'éteignit. Fraser murmura. Nœud supprimé. Le flux de communication grésilla. Canal ouvert. Pas de cryptage. Toutes les couches de champ opérationnelles. Nassau et Idri se mirent en rotation pour corriger le périmètre. Suggérer un verrouillage de synchronisation complet et une synchronisation de secours sur le relais de niveau 3. La voix se coupa. Les parasites revinrent. Confirmation de la perte du Janus, dit Vander. Confirmé, dit Corin des communications. Aucun signal résiduel. Un autre moment s'écoula en silence. La passerelle s'assombrit légèrement, la redistribution de puissance réactive compensant. 2 navires disparus, dit Price. 2 trous bouchés, répondit Fraser. Vander tendit la main et actionna le système de diffusion. Sa voix emplit tous les ponts du Vostok et résonna dans toute la flotte. Ils connaissaient le risque et l'ont assumé jusqu'au bout. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il n'attendit pas de réponse. Il relâcha le bouton et regarda droit devant lui. Un battement de cœur s'écoula. Puis les rapports arrivèrent. Le marin confirmait sa position. Le Dakar était prêt sur la boucle intérieure. Le puits relais était aligné. L'intégrité des impulsions était maintenue. Chaque station du Vostok résonnait de confirmations murmurées. Techniciens et officiers chuchotaient des listes de contrôle. Le protocole s'accrochait comme une corde en pleine crue. À l'ingénierie, le chef Kellerman se tenait les 2 mains sur les commandes centrales. Son équipe travaillait en silence. La spécialiste Ada Velez hocha la tête. La densité du champ était verrouillée. « Maintenez-la là », dit Kellerman. « On garde la cage fermée. Rien ne franchit les barreaux. » Dehors, les Rexifia réagirent. Leurs formes se mirent à scintiller, d'abord subtilement, puis violemment. Leurs membres se fragmentèrent, se fendirent, se reformèrent. Leur logique avait changé. Ils ne fuyaient pas. Ils s'adaptaient. Ils essaient de décoder la modulation du champ, dit Fraser. Rends-le plus difficile, répondit Vander. Taran, fais osciller notre nœud de 4 degrés. Randomise toutes les 3 secondes. Oui, monsieur. Le Vostok trembla tandis que le cœur changeait de fréquence. Les lignes de confinement vacillèrent brièvement, puis pulsèrent plus fort. L'une des constructions Rexifia étendit une nouvelle paire de membres, fins et tranchants comme des rasoirs, vers l'arc oriental. Elle s'élança en avant. « Rupture de trajectoire possible », avertit Price. « L'intercepteur est hors de position », dit Fraser. Puis l'UES Vernon, un vaisseau de soutien non conçu pour le combat, pivota hors de sa ligne et fonça en avant. Le Vernon accélère. Il coupe l'angle, confirma Corin. Le Vernon percuta latéralement la créature. Pas d'arme, juste de la masse, juste du placement. Le Rexifia recula en plein vol, heurté par le flanc du Vernon. Le navire se brisa en 2 sous la pression, sa proue basculant tandis que la poupe maintenait sa position 1 seconde de plus. Juste le temps que le puits de confinement vibre à nouveau et referme la brèche. « Vernon est perdu », dit Fraser d'une voix ténue. Vander ne dit rien, se contentant de fixer du regard. Sur le moniteur auxiliaire, le diagramme du périmètre continuait de clignoter. Les humains avaient perdu 3 vaisseaux, mais la formation tenait bon. « Ils sont à court d'adaptation », marmonna Price. « Non, dit Vander. Ils sont à court de temps. » Derrière lui, l'écran des systèmes s'illumina. Une nouvelle alerte. Champ de convergence. Prête. Toutes les unités en position. Noyau primaire.
Confirmation neuronale stable. Fraser, debout, leva les yeux. On y est, monsieur. Vander ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur les signaux rouges. Griffin, Janus, Vernon, 3 disparus, 3 exacts. Puis, d'une voix qui portait le poids des 3, maintenez la ligne. Coulée finale. Rien ne bouge tant que je ne le dis pas. Dehors, les Rexifias ne pressaient plus. Ils se dispersaient, réagissant. Leur corps se métamorphosait désormais plus vite qu'avant, se tordant des formes inconnues, se déchirant et se reformant selon des schémas de plus en plus frénétiques. Ils savaient, et maintenant ce n'était plus qu'une question de secondes. L'alerte de synchronisation finale s'estompa dans l'air immobile du pont. Personne ne bougeait. Chaque station brillait, signalant son état d'alerte. Dans toute la flotte, pas un seul vaisseau ne modifia sa trajectoire. Ils étaient exactement là où ils devaient être. À l'intérieur de l'US Vostok, le silence était absolu. Pas d'alarme, pas de voix. Juste la douce pulsation d'énergie le long de la grille de confinement et le souffle discret des hommes attendant de disparaître. Le commandant Vanderbrouwer se tenait au centre du pont de commandement, encadré par le hublot principal. Une fenêtre noire sur un secteur qui n'obéissait plus à la physique connue. Dehors, les Rexifias se tordaient et convulsaient contre la cage invisible, leurs formes s'effondrant et s'épanouissant comme des cauchemars inversés. Ils n'attaquèrent plus, ils peinaient à comprendre. L'heure était venue. Vander tendit la main vers la console centrale. Une simple pression fit apparaître le réseau de transmission de la flotte. Il activa le canal. Un léger carillon confirma l'ouverture de la transmission. Sur tous les vaisseaux humains, la même voix résonna. Ici le commandant Vanderbrouwer de l'UES Vostok. À toutes les unités survivantes, vos positions sont confirmées. La géométrie du champ est intacte, l'intégrité est maintenue au seuil. Il marqua une pause. Le grésillement de la ligne n'était compensé que par le faible sifflement des ventilateurs et les bips occasionnels des voyants d'état. Puis il reprit la parole, plus lentement, plus fermement. Nous n'étions pas censés survivre à cela. Ce n'était pas le but. Chacun d'entre vous connaissait les probabilités. Chacun d'entre vous s'était engagé en connaissant le prix. Et pourtant, vous êtes venus. Sur la passerelle, personne ne bougeait. Les mains du sergent Fraser agrippaient le bord du panneau tactique. Le terran à la barre regardait droit devant lui, immobile. Le lieutenant Price ne disait rien, le regard rivé sur l'écran. Dans toute guerre, il arrive un moment où il faut arrêter la chute. Pas de renfort, pas d'applaudissements, juste un mur qui tient le temps qu'un meilleur suive. Il jeta un nouveau coup d'œil à l'écran, des marqueurs rouges clignotant là où Griffin, Janus et Vernon s'étaient autrefois tenus. Tuer ce mur. Et dans les années à venir, lorsque les astres se déplaceront et que les empires réécriront leurs annales, il subsistera une vérité qu'ils ne pourront effacer. Il s'avança une fois, les yeux fixés sur le hublot. Quand la galaxie était au bord du gouffre, l'humanité tenait bon. Aucune acclamation ne suivit. Seul le vrombissement discret des stabilisateurs. Le souffle d'une douzaine d'hommes immobiles. La main de Vander planait au-dessus du pavé de commande. Il appuya sur 3 touches, confirmant l'accès au cœur principal. Par autorisation du haut commandement de la défense terrestre, la séquence finale est verte. Il se tourna vers Fraser. Confirmation du statut. Saturation du champ au maximum. Harmonique d'impulsion verrouillée. Scellement subdimensionnel engagé. Le système attend le déclenchement neuronal. Vander hocha légèrement la tête. Il s'avança vers l'interface du cœur et posa la main sur le panneau biométrique. La console s'est allumée. L'empreinte neuronale a été confirmée, annonça le système. Commandant en circuit, en attente de l'autorisation finale. La voix de Coran résonna doucement. « Monsieur ». Vander regarda à travers la pièce. Il les vit tous. Plus des soldats. Juste des hommes. Juste des noms. Transmettre l'enregistrement final. Coran hocha la tête, sa voix presque inaudible. Enregistrement en direct. Vander prit une inspiration. Pendant des générations, la galaxie et l'humanité se souviendront de notre sacrifice. Il appuya sur la dernière commande. Activé. La pièce s'assombrit instantanément. Le pont vibra, subtilement et progressivement. Des lumières pulsèrent en rouge. À travers l'espace,
Un bourdonnement de basse fréquence se répandit comme un coup de tonnerre silencieux. Un à un, les vaisseaux de la flotte humaine disparurent dans un éclat fulgurant, leurs noyaux énergétiques s'enflammant en parfaite synchronisation. Non pas comme des explosions, ni comme un effondrement, mais comme un confinement. Sur le réseau de commandement, les signaux s'éteignirent les uns après les autres, les voyants d'état s'assombrirent, les bandes de transmission devinrent silencieuses, la flotte avait disparu, mais le motif se maintint. Le champ de convergence s'intensifia vers l'intérieur. Fraser ferma les yeux. Taran murmura un nom trop faible pour être saisi, mais dont le sens était clair. Puis il ferma les yeux. Juste un homme, à son poste. Pris ne bougea pas, les mains posées sur sa console. En ingénierie, Kellerman garda les yeux ouverts jusqu'à la dernière seconde, observant le cœur se stabiliser. Velay, à côté de lui, pleurait sans un bruit. Autour d'eux, les parois du vaisseau se mirent à scintiller. Non pas sous l'effet de la chaleur ou de la pression, mais sous l'effet subtil de l'effondrement spatial. Les objets perdirent leurs ombres. Les bords des cloisons devinrent flous. Le temps à l'intérieur du Vostok ralentit par des fractions incommensurables. On sentait seulement que les instruments commençaient à se désynchroniser. Les lectures se figèrent à mi-chiffre sur l'interface principale du Vostok. Le relais principal vacilla une fois. Transmission finale. Convergence atteinte. Système hors ligne. Silence total. Aucun signal. Aucune impulsion. L'US Vostok avait disparu. Absolument. Complet. Irréversible. À l'extérieur, le dispositif de confinement se replia. Une implosion non pas de matière, mais de cohésion dimensionnelle. La réalité vacillait, octait comme un cadre brisé, puis commençait à se replier vers l'intérieur. Aux abords d'Ygro, où la gravité régnait encore, la flotte impériale ralentissait en formation. Depuis la passerelle de l'Endurance, le commandant Gerectal observait ses écrans se bloquer, puis devenir blancs. La distorsion lointaine était désormais visible à l'œil nu, des rubans de lumière se recourbant vers un centre qui n'aurait pas dû exister. « Qu'est-ce que c'est » murmura son second. Olin Rogue, ses plaques de peau se contractant involontairement de peur. Les contours de chaque étoile à portée des capteurs commencèrent à scintiller. Les champs de proximité étaient hors service. Aucune coordonnée n'était mise à jour. Les vaisseaux n'avaient plus ni vitesse, ni distance. Juste l'orientation, juste la présence. Personne ne parlait. Aucune arme ne tirait. Aucun ordre n'était donné. Les capteurs perdirent toute cohérence. La télémétrie spatiale se dissipait. L'espace d'un instant, chaque vaisseau impérial se sentit en apesanteur. Puis toutes les mesures s'immobilisèrent. Dans le vide au-dessus d'Ygro, la lumière apparut. Puis plus rien. La lumière disparut en moins d'une seconde. Là où l'US Vostok et sa flotte avaient tenu bon, il n'y avait plus rien. Pas de débris. Pas de signature radioactive. Pas d'épave. Juste l'espace. Plate. Silencieux. Insensible à toute norme physique encore reconnue par la galaxie. Sur les ponts de commandement de la flotte impériale, le choc ne se prononçait pas. Il était subi. À bord de l'Endurance, le commandant Gerectal fixait un écran noir. Ses mains avaient cessé de bouger depuis quelques minutes. Tous les diagnostics étaient nuls. Tous les recalibrages échouaient. Les capteurs étaient intacts. Il n'avait plus rien à voir. Le secteur d'Ygro s'était replié sur lui-même. Depuis l'orbite, même la lumière des étoiles environnantes se courbait autour de son noyau, aspirée vers l'intérieur et absorbée comme un souffle sous-marin. L'explosion n'avait pas rayonné vers l'extérieur. Elle s'était effondrée en convergence. Et quand ce fut terminé, ce fut terminé. Plus aucune trace ne subsistait pour l'expliquer. Les Rexifia avaient disparu, les vaisseaux humains disparus. Et Ygros, autrefois marqué comme maudit, mis en quarantaine et ignoré, était désormais considéré comme tout simplement indisponible sur tous les systèmes de navigation impériaux. Dans les hautes salles de l'Assemblée galactique de Varaxis Prime, le débat a rapidement tourné au confinement. L'amiral Voskir, les yeux cernés par la fatigue due à l'insomnie, s'est adressé au conseil d'urgence. Sa voix était basse et nette. Comme toujours, les forces de défense terrienne ont lancé une incursion non autorisée dans un secteur interdit. L'anomalie qui en a résulté a rendu la région impraticable et l'a déstabilisée à jamais.
L'anomalie a rendu la région non navigable et déstabilisée de façon permanente. Notre recommandation actuelle est une censure formelle. Un homme de Corléon, avec une peau bleue translucide et des branchies sensorielles superposées sur son cou, a répondu sans inflexion et la nature de l'anomalie elle-même, nous ne la connaissons pas, a déclaré l'amiral Rojal depuis le flanc opposé de la chambre. Il ne reste rien. Plus de données spectrales. Plus de vestiges moléculaires. Igro est vide. Une autre voix s'éleva. Le diplomate Arin Vorsk, encore marqué par ses traits terriens, bien qu'éduqué aux coutumes du corps impérial. Nous ne comprendrons peu, être jamais ce qu'il contenait, mais nous devons nous rappeler qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être contenu. Voskir intervint sèchement. Ce n'était pas de la défense, c'était une agression. Violation de la doctrine interstellaire, article 41. Déploiement unilatéral de vaisseaux armés. L'humanité doit répondre. Un silence suivit. Les membres du Conseil échangèrent des regards, non pas d'accord, mais de peur, car personne ne savait ce qui avait été arrêté, ni si cela l'avait été. Sur Terre, aucune explication ne fut donnée. Pas de conférence de presse, pas de diffusion publique. Juste une date, puis un nom. Une longue flèche blanche s'éleva en orbite au-dessus de l'arc atlantique. Elle ne portait ni drapeau, ni insigne, ni hymne. Seule une projection continue de noms, les uns après les autres, défilait lentement à sa surface. À chaque nom correspondait une voix. La voix était toujours la même, Vander-Brewer. L'audio était extrait de sa dernière transmission. Une seule phrase, répétée toutes les heures. Pendant des générations, la galaxie et l'humanité se souviendront de notre sacrifice. La musique était diffusée sans musique, sans atténuation, juste des mots. Dans la galerie d'observation du quai du Mémorial de la Terre, des civils se tenaient derrière une paroi de verre pressurisé qui surplombait la colonne. Ils ne parlaient pas. Certains tendaient les mains, le bout des doigts contre la vitre, comme pour chercher quelqu'un dans le reflet. À Johannesburg, les enfants des écoles avaient le temps d'observer la projection. Dans les colonies de New Canaan et d'Arturus Theta, les familles écoutaient un signal appelé Vostok Stream, qui ne répétait que les trois mêmes choses, les noms, la voix et le silence qui suivait. Et dans la ceinture extérieure, où les navires miniers disparaissaient autrefois dans les profondeurs, les ouvriers observaient le ciel depuis les ponts de chargement des plateformes qui redoutaient autrefois chaque saut près des gros. Maintenant, ils l'observaient en silence. Au cœur du commandement de défense de la Terre, à l'abri des regards du public, la construction avait déjà commencé. Plan d'une nouvelle classe de vaisseaux, non divulgué, non enregistré. Pas de signature de propulsion, pas de classification de coque. Juste un nom de code. Nemia. Un homme se tenait devant le dispositif de projection, les bras croisés. Le général Marcus Hale, ancien directeur stratégique du programme Aegis et l'un des derniers à avoir parlé à Vander avant le lancement de la phase 2. À côté de lui, l'amiral Tollon Black examinait les données télémétriques du dernier champ d'impulsion. « Il ne reste plus rien », dit Tolan à voix basse. « Je sais. Pas de survivants, pas de signaux, pas même de désintégration. Je sais. » Hale se tourna finalement vers le schéma. Ils firent ce qu'ils avaient à faire. Tolan hésita. « Tu crois que ça tient ?» répondit Hale sans détourner le regard. « Cela a tenu assez longtemps. » Il tapota l'écran. « Et si ce n'est pas le cas la prochaine fois, nous ne le maîtriserons pas. » La projection scintilla. Une nouvelle désignation apparut sous le dossier Némé. Phase 3. Protocole d'éradication. Dans les archives classifiées de l'Assemblée impériale, l'incident des Grosses était officiellement classé en catégorie 5. Conflit diplomatique non résolu. Le comte Terran n'a pas été sollicité. L'affaire était close. Mais dans les canaux secrets et le trafic crypté, les rumeurs circulaient plus vite que la lumière, que les humains avaient affronté une menace ancienne, que l'Empire en savait plus qu'il ne l'admettait, qu'un seul cuirassé avait évité l'extinction. Aux confins de l'espace exploré, des drones cartographes de systèmes mineurs continuaient de pointer les coordonnées autrefois marquées comme Igros. À chaque fois, ils renvoyaient le même message. Aucune donnée. À la station mémoriale de la Terre, les noms des disparus défilent encore chaque nuit. Pas de drapeau au-dessus d'eux, pas de musique en dessous, juste l'écho d'une voix, gravée dans le silence entre les étoiles. Pendant des générations,
la galaxie et l'humanité se souviendront de notre sacrifice. Eh bien, au-delà de ce ciel, enfoui au plus profond d'un silence fait non pas de distance mais de dessein, quelque chose dort et attend. Et lorsqu'il se réveillera à nouveau, le confinement ne sera plus la mission, ce sera la phase 3. Salut humain de l'espace, je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Dans tous les cas, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi, alors avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.